Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour la création, de l'explication plutôt de comment créer un serveur HTTP en Rust sans framework, hein, sans rien du tout, juste une dépendance, le fait de pouvoir intercepter le signal d'interruption du programme. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant de le faire après. Alors pourquoi je le fais en Rust, hein, tout simplement, donc déjà parce que j'ai envie vraiment de connaître plus le langage, vraiment je tombe un petit peu amoureux du langage, hein, vraiment. L'abstraction qu'on a avec le côté un petit peu fonctionnel du truc, la gestion des erreurs et le fait évidemment que ça soit proche machine et du coup avec une vitesse d'exécution assez importante, ça m'a vraiment fait un petit peu tomber amoureux du langage, quoi, tout simplement. Et donc, bon, quand je parle de serveur HTTP, qu'est-ce que j'entends? Et pourquoi from scratch? Et donc, on va répondre à toutes ces questions. Bon, déjà parce que je veux faire un serveur qui réponde exactement à mes besoins. Donc, tout ce que je vais programmer sera programmé pour une raison. Donc, ça fait beaucoup de lignes de code pour tout simplement, entre guillemets, quelque chose que tu pourrais juste faire en prenant des wrappers, hein, des API de serveurs HTTP qui existent déjà. Hein. Techniquement, c'est ce que proposent par exemple des frameworks. Hein. C'est pour ça que là, on ne va pas utiliser des frameworks. J'aurais pu évidemment utiliser un framework, mais là c'était pour des questions plutôt éducationnelles et de comprendre ce que je fais, donc c'est pour ça que je partais sur ce truc-là. Hein. Même, ça sera d'ailleurs utilisé en production, vu que ça sera utilisé pour une startup que je suis en train de monter avec un associé. Enfin bref. Donc, évidemment, il y aura tout ce qui est gestion de compte utilisateur. Donc, bon, j'ai dit tout à l'heure, aucune dépendance web. Même pour la base de données, on va créer notre propre base de données concurrente, hein, avec des accès multithreadés qui sont protégés avec des multilex, etc. C'est pas si compliqué de le faire, hein, on va juste l'implémenter et je vais vous expliquer comment ça se passe. Ok, donc on aura ce genre de truc. Pareil, on va optimiser notre base de données, par exemple, lorsqu'on va changer des informations sur une ligne. Voilà, on va faire des trucs assez simples, hein, comme par exemple le fait de faire en sorte que chaque ligne soit exactement composée du même nombre d'octets, comme ça nous permet, lorsqu'on va itérer sur chaque ligne de la base de données afin de trouver la ligne à modifier, de juste compter le nombre d'octets qu'on a sauté, hein, parce qu'une ligne sera équivalent à un certain nombre d'octets. Et comme j'ai, je sais pas moi, sauté par exemple 33 lignes, je sais que j'ai fait 33 fois le nombre d'octets par ligne, et comme ça, vu qu'un fichier, tu peux l'abstraire dans ta tête comme un array de valeurs d'octets, tu sais exactement où est-ce que tu te trouves là, dans cet array-là, et donc tu sais quelle plage tu dois modifier. Donc ça c'est assez intéressant, très intéressant de le faire. Comme ça t'évite en fait de tout lire, hop là, de modifier le truc on the fly, et après de tout réécrire, hein, on gagne beaucoup d'exécution de temps là-dessus. Et puis, donc ça c'est pour tout ce qui est base de données. Évidemment, il y aura des cookies de session. Donc un cookie de session, c'est quoi? C'est un utilisateur se connecte, ok, bon bah super. Et après, il va tout simplement nous demander d'autres ressources du site internet. Pour éviter le fait qu'il se reconnecte à chaque fois à chaque fois qu'il change de page internet, qui sont protégés par un compte normalement, tu vois. Bah, ce qu'on va faire, c'est techniquement lui envoyer au préalable, lorsqu'il se sera connecté, donc on va lui répondre par une requête HTTP avec un cookie de session. Comme ça, à chaque fois qu'après, du coup, le navigateur, en fait, il va recevoir cette requête-là, il va en extraire le cookie de session et il va le stocker dans ses prochaines requêtes HTTP, dans le header qu'il va nous envoyer à chaque fois après. Comme ça, à chaque fois qu'il va nous requêter une autre ressource de la page, dans le header de la requête standard, hein, il y aura en plus le cookie de session, et donc il nous suffira côté serveur de faire une propre logique permettant d'extraire le cookie de session, de voir s'il y en a ou s'il n'y en a pas, dans le cas où il y en a, de voir si oui ou non il est dans les cookies de session qui ont été générés. Donc là déjà il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment se doit d'être généré un cookie de session? Alors, normalement, il se doit d'être généré de manière absolument aléatoire. Donc, comment je m'y suis pris? Tout simplement aller dans le fichier dev-urandom sous les systèmes Linux ou BSD. C'est là, en fait, où le système d'exploitation va balancer plein d'informations absolument aléatoires, par exemple la température du processeur, hein, le pourcentage d'utilisation de la mémoire, le pourcentage d'utilisation du CPU, plein, et il va le faire à chaque fois, il va rotater plein de fois. Ok. Ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est des valeurs physiques qui ne sont pas vraiment prédictibles, et donc techniquement tu peux lire sur ce fichier-là, par exemple un buffer d'octets, de 32 octets, hein, tu vois. Tu lis ça, et après du coup, vu que tu vas envoyer du cookie en fait au client dans un header HTTP, tu préfères quand même que ton cookie soit encodé ASCII, donc tu vas l'encoder en hexadécimal. Donc techniquement, là, si tu lis 32 caractères, vu qu'un octet, enfin un buffer de 32 octets, vu qu'un octet est convertible est encodable en 2
éléments qui appartiennent à l'ensemble hexadécimal. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste convertir ça, envoyer une chaîne de caractères de 64 caractères au client, au navigateur qui va après stocker ça à chaque fois. Et après, quand il va, voilà, comme je vous l'ai dit, quand il va changer de page, il va nous l'envoyer, cette même chaîne de caractères. Et lorsque je la reçois, pareil, lorsque je vous disais qu'il va donc l'extraire, la recevoir, et après voir si il est ou non dans les cookies qui ont été générés. Cette partie-là, elle est très optimisable. Soit on se dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste stocker les cookies dans la même base de données que la base de données générale, par exemple. Hein. Donc, on aura nom d'utilisateur, mot de passe, email, d'autres champs, et après les cookies. Mais non, c'est pas terrible. Parce que ça me fait la lecture du fichier, voilà, ligne par ligne. Donc, on a un temps d'exécution de, si tu as n personnes, en moyenne, ça va tourner sur ON divisé par 2, hein, un demi de n. Parce qu'en moyenne, en moyenne de temps d'exécution, ça va être le nombre d'utilisateurs divisé par 2. Mais il y a un truc en informatique qui s'appelle les H7, qui permet tout simplement de très rapidement, en moyenne O1, donc directement en fait, hein, pas vraiment directement, parce qu'évidemment il y a, directement, c'est juste le fait de trouver si un élément est dans un ensemble. Mais après, il y a quand même des changements de mémoire, enfin, il y a des opérations qui se font un petit peu au préalable, mais en général, c'est quand même beaucoup plus rapide que juste vérifier pas à pas, n divisé par 2, c'est pas terrible. Donc on va utiliser les H7. Le problème des H7, c'est que bon, bah, c'est pas permanent en termes de la mémoire, hein. Ça c'est juste stocké dans la même mémoire que le programme. Voilà. Donc dès que tu vas, pour une raison ou pour une autre, arrêter le programme, et qu'après, donc pour de la maintenance, hein, par exemple, après que tu le modifies et que tu le rerun, bon, bah là, le problème, c'est que tous les cookies de session ne sont plus en fait dans le H7, hein, évidemment. Et donc tous les utilisateurs, quand ils vont se reconnecter, ils seront déconnectés. Donc c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va intercepter le signal d'interruption du programme et on va mettre toutes les informations du H7 dans un fichier qui est lui permanent. Comme ça, à chaque fois que je vais relancer le programme, et ben, je vais juste, une des premières choses que je vais faire, c'est lire ce fichier-là et mettre tous ces cookies dans le H7 qui va ensuite être utilisé tout simplement pour voir si un élément est, donc un cookie de session est dans le H7. Comme ça, aucun utilisateur n'est déconnecté. Donc là, c'est vraiment du théorique, hein. On va voir comment c'est implémenté tout à l'heure. Donc là, je parlais de ça, et puis en gros, en gros, voilà, pour l'instant, il n'y a que ça. Enfin, que ça. C'est quand même pas mal. Et donc l'implémentation, elle fait environ 1000 lignes de Rust. C'est pas si compliqué. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est pas si gros pour ce qu'on fait. Donc on passe directement au code. Allez. Ok, alors bonjour à tous pour l'analyse du code du serveur. Alors on va commencer juste là. Alors au début, évidemment, on va initialiser une connexion TCP hein, en local, hein, sur le port 8080. Enfin, bref, ça vous pourrez choisir votre port. Et évidemment, comme en fait la fonction bind va retourner un type du type result T1, T2, en fonction de si la fonction en fait elle échoue en T2 ou si elle échoue pas, elle retourne T1. Et bien, il faut faire un petit point unwrap pour avoir soit T1 soit T2 hein, en fonction du retour de la fonction. Donc bon, ça c'est pas le plus intéressant, le plus intéressant c'est juste là. Là, on va déclarer tout simplement toutes les fonctions qui vont être, enfin tous les workers qui vont permettre d'exécuter des fonctions de manière concurrente. Alors comment ça se passe en Rust hein? On va désigner tout simplement un manager. Alors ici c'est ce qu'on appelle un thread pool, voilà, qui est juste là. Alors, voyez-le vraiment comme un manager. Alors, son implémentation, elle est juste là. Elle a deux valeurs. Elle a une valeur de vecteur de worker, hein, évidemment, parce qu'un manager possède plusieurs workers, et une autre valeur qui est une sorte de channel de communication qui va permettre d'envoyer du thread pool au worker un message. Alors, un message, ça va être quelque chose comme ça, hein, un enum, qui va permettre soit d'envoyer une commande en particulier, hein, voyez-le vraiment comme une commande, terminate, ou alors une autre commande qui est new job avec un argument à l'intérieur qui est du type job. Et le type job, c'est juste ce truc-là. Alors, je vais te parler de job. Alors, job, c'est quoi? C'est plusieurs types qui vont ensemble et plusieurs traits. Alors, donc on associe tous ces types-là dans un box. Alors, bon, maintenant je vais en parler plus en détail. Alors, déjà, on va associer send. Send, pourquoi? Parce qu'il faut déjà que le job, en fait, soit envoyable dans un channel de communication, et le send permet d'associer le job à quelque chose qui peut être envoyé dans un channel de MPSC. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre là. Et les deux trucs qui sont donc là à droite, statique, c'est-à-dire que en fait
le job va se voir posséder de son entièreté, de toutes ses ressources, par le type job, enfin, excusez-moi, la fonction qu'on va mettre, qu'on va associer à job, va se voir posséder toutes ses ressources par le type job, en fait, tout simplement. Ça veut vraiment juste dire ça. Et le din f-enhance va permettre que la fonction qu'on associe à job va être exécutable qu'une seule fois. Donc c'est juste vraiment des caractéristiques qu'on va lui attribuer. La fonction peut être exécutable qu'une seule fois, elle peut être envoyée dans un channel de communication MPSC, et toutes ces ressources sont, entre guillemets, mangées, sont possédées par job. C'est vraiment juste, voilà, faut le voir vraiment comme des caractéristiques. Ok. Parce que où est-ce qu'on le retrouve le job? Alors on va le retrouver quand le manager, donc du coup quand Threadpool va envoyer un message à tous ses travailleurs pour voir lequel peut exécuter la fonction avec le message new job. Ok. Et donc là tu fais un sender. Donc sender c'est quoi? C'est, vous vous rappelez, c'est la channel de communication entre le manager et, donc voyez-le comme une sorte de haut-parleur qui va envoyer du son à tous les workers pour leur dire qu'il y a une tâche qui est susceptible d'être réalisée, en tout cas qui doit être réalisée, et on va leur envoyer du coup un message de type new job. Et job c'est quoi? C'est justement une fonction. Box new f, et f c'est quoi? En fait ça, f c'est une fonction en fait. Hein. C'est une fonction. Donc en fait comment... alors, attendez, execute, où est-ce qu'on a d'autres? Là, un new, c'est pour ça, c'est pour déclarer tout simplement, initialiser tous les workers. Hein. Quand vous appelez, donc là, quand on fait un petit Threadpool new, c'est juste là. Là, on va vraiment initialiser le worker. Alors, comment ça va se passer? Hein, alors, techniquement, hop, alors, c'est juste là. On va déjà déclarer la channel de communication, un sender pour comment dire, du thread pool au worker, et un receiver pour tous les workers. Et donc là, évidemment, le receiver, c'est en fait une référence partagée entre tous les workers, qui va évidemment être protégée avec une mutex, parce qu'en fait, lorsque un job va être envoyé à tous les workers, il ne faut pas que deux workers ou plus reçoivent le job en même temps. Évidemment, l'un va toujours recevoir le job un tout petit peu avant les autres. Sauf que si les autres après reçoivent ce job-là et qu'en fait il est déjà commencé à être exécuté par un autre worker, il va y avoir un problème. C'est pour ça qu'on va le protéger par une mutex. C'est-à-dire que tant que le job en fait il est possédé par le worker, alors tous les autres workers ne peuvent pas en fait, exécuter le job tout simplement. Et donc pendant ce temps-là, en fait, ils vont être libres. Ils vont être libres d'accepter un nouveau job. Hein. Parce que techniquement, tu vois, lorsque, en fait, tout simplement, donc là, FNU, ok, donc là, FNU, hein, je le redis, mais là, en fait, l'initialisation, tout simplement, quand vous faites un new dans cette pool, il va envoyer tous ses workers au travail, donc avec un petit worker new. Donc le worker new, hein, on le retrouve juste là. Donc cette fonction-là, elle va être exécutée, enfin, elle va être en exécution tout au long de la vie d'un worker. Et à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, évidemment, on va mettre dans un thread, qu'est-ce qu'on va mettre dans un thread? On va mettre en fait une boucle qui va à chaque fois, juste là, en fait, prendre le receiver, donc parce que là, voilà, le receiver, le channel de communication qui va permettre de recevoir les tâches à accomplir, donc la fonction à exécuter, et ça, on va l'alloquer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hop là, je reçois le job, donc le job là, je vais le loquer tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir du coup unwrap, hein, parce que lock va pareil retourner un result. Et ensuite, voilà, donc là je le reçois, et après je le unwrap. Et juste que quand je reçois le job, en fait, je lock le fait de recevoir le job et pas d'exécuter. Donc là je m'étais trompé. Vraiment, je vais juste locker le fait de recevoir le job. Ensuite, la channel de communication, parce que ça c'est vraiment la channel de communication que je vais locker, hein, tout simplement. C'est pas le job en lui-même, c'est vraiment la channel de communication. Donc tous les autres workers ne pourront plus avoir accès à la channel de communication lorsque un des workers reçoit quelque chose. Et après, juste après là, je vais en fait délock la channel de communication tout simplement. Et je vais pouvoir tout simplement exécuter le job. Donc là, juste après le fait de recevoir, j'exécute le job, et les autres workers peuvent continuer d'écouter sur receiver, parce que le receiver n'est plus n'est plus protégé par le mutex. Donc ça, voilà, c'est assez sympathique.
Ok, et puis qu'est-ce qui va se passer d'autre? Donc là je vous ai dit pareil. Oui voilà, donc là on va faire un nouveau vecteur avec la capacité du nombre de workers qu'on veut avoir à notre disposition, hein, donc du nombre de threads techniquement. Et ensuite, pareil, voilà, je vais tout simplement les mettre dans le vecteur de workers, tac tac tac, avec évidemment la chaîne de communication en receiver que je vais cloner. Et puis, et voilà, donc ça c'est vraiment l'initialisation des workers, et ça c'est execute, donc execute, où est-ce qu'il est appelé? Execute, public fun, execute. Attendez, execute. Ok, donc il est juste là, et alors, voilà, ok. Donc, voilà, threadpool.execute, et threadpool, c'est dans le main qui est juste là. Et donc là, j'ai initialisé le manager, et dans le manager, j'ai la fonction execute, et execute va juste en fait envoyer, je vous ai dit tout à l'heure, le type job qui est associé à une fonction, et la fonction, vous la voyez, vous pouvez mettre évidemment n'importe quelle fonction que vous voulez. Là, c'est la fonction handleRequest dont je vais parler tout à l'heure. Et donc là, vous voyez que c'est bien une fonction que je vais passer dans la méthode execute du manager threadpool, hein, tout simplement, pour envoyer la fonction à ces workers qui vont le recevoir de manière protégée, hein, de manière avec un channel qui est protégé par un mutex. Ok, donc pareil, hein, on a un point unwrap au cas où ça se passe mal. Évidemment, si je fais un point unwrap et que ça retourne le type qui est associé au fait que la fonction se soit déroulée sans problème, bah, ça va rien faire. Et si ça renvoie le type ou quelque chose s'est foiré, bon, il y aura le programme qui va cracher normalement. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc là, évidemment, là, je réimplémente, enfin, je redis que ce qu'on va mettre ici, ça doit, donc du type f, hein, donc ça va être f, ça c'est la variable, qui est juste là, et on fait 2 petits points pour signifier le type, et c'est du type f, et là on va définir son type, et f, on retrouve bien que c'est f enhance, send est statique, donc que f doit bien, que le petit f, là, doit bien prendre toutes les ressources de la fonction, en l'occurrence handleRequest, tout simplement, et du fait qu'elle soit partageable dans un channel MPSC. Ok, donc ça c'est un petit peu l'overview, vraiment une vue d'ensemble hein, de comment ça se passe, avec des concepts peut-être un peu abstraits, mais qui j'espère un petit peu font sens pour vous là. Et pareil, hein, donc voilà, donc dans l'implémentation de drop pour threadpool, pourquoi est-ce que je mets du self partout? Parce que on a déjà précisé threadpool, donc quand je mets du self, en fait, ça correspond directement aux valeurs qui sont dans la définition de threadpool, hein, de l'implément. Parce que on définit la structure threadpool, et après pour ajouter encore des comportements à threadpool, on fait un petit IMPL threadpool, et après on lui donne des comportements. Et donc après je peux référencer ces comportements directement avec un self juste là, parce que j'ai déjà dit que c'est for threadpool, donc c'est pas mal. Ok, maintenant ce qui va se passer, tac, oui, donc là je voulais parler, j'étais dans le main qui est juste là, pareil, ok, donc j'ai parlé aussi des bases de données qui sont créées, et évidemment, enfin, une base de données c'est tout simplement un fichier texte dont on veut avoir accès en temps réel, que ce soit par l'un ou l'autre des clients connectés, et du coup, ce que je suis obligé de faire, c'est de créer des accès partagés hein, et qui sont protégés par des mutex. Alors, accès partagé, pourquoi? Parce que j'ai une référence, enfin, là je le mets dans un arc. Le arc hein, va permettre de référencer exactement la même variable entre différentes fonctions. Voilà. Tout simplement, si je passe dbmutex_append point clone, tu vois, un truc comme ça, là, point clone, tout simplement, là, je mets juste ici, tu vois, là, dbmutex_append et que je fais un point clone, ça va cloner en fait cette variable-là, mais même si elle est clonée, donc c'est une toute nouvelle variable, en fait, elle va quand même toujours référencer dbmutex_append, parce que c'est un arc, tout simplement. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que comme en fait, j'ai ouvert aussi la base de données db.txt de 3 façons différentes. D'une première façon, en façon append, parce que ça va me permettre tout simplement d'ajouter des choses. Une deuxième façon, en façon read, parce que ça va me permettre d'updater des choses, à une ligne en particulier, par exemple. Et
Non, alors c'est pas read, c'est plutôt write, hein, qui va me permettre d'updater des choses en particulier à une certaine ligne. Et read, pour juste en fait lire en fait tout simplement la base de données, mais évidemment je le mets dans une mutex parce que je veux pas que si un autre modifie, que moi je lis en même temps, donc je vais faire une mutex. Voilà, donc si je lis par exemple, je vais dire aux autres de ne pas écrire dessus. Ok, donc c'est pour ça que j'ouvre les trois façons de faire des actions dans la base de données avec des mutex. Donc c'est pour ça voilà, que je fais ça. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir évidemment. Alors, ça, je suis pas obligé de le faire parce que techniquement sur Linux, en fait, on a quand différents processus vont lire, je dis bien que lire un fichier, ils vont avoir un file handler qui va être cloné pour chaque processus. Donc juste pour lire les données, je ne suis pas vraiment obligé de faire ça. C'est quelque chose que je pourrais modifier tout à l'heure hein, lorsque j'aurai fini la vidéo. Mais c'est vrai que je l'ai aussi ouvert en mutex, ce qui n'est pas vraiment recommandé parce que c'est un peu overkill vu que je vais juste lire quelque chose dans dev urandom. Ok, donc ça c'est quelque chose aussi à modifier. Sinon, le reste, hein, qu'est-ce qui va se passer tac, tac, tac. Ouais, ok. Alors, session token, voilà. Ce qui va être intéressant, c'est session token. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des cookies de session, et c'est juste là, c'est pareil. Hein. C'est une référence partagée qui est protégée par une mutex. Et c'est un type de type H7 d'octet, hein, enfin voilà, d'octet, de longueur 32. Donc c'est un buffer d'octet de 32 octets. Un buffer de 32 octets, hein, voilà, je peux le simplifier comme ça. Ok. Et donc ce qui va se passer, donc on a juste là, tac tac tac. Ah où est-ce que je le modifie déjà? Ok, je le modifie juste après. Enfin juste après. Techniquement, c'est pas juste après dans la chronologie des événements du serveur, parce que vous voyez bien que c'est appelé ending function, et c'est pas appelé ending function pour rien. C'est appelé ending function parce que elle va être exécutée lorsque je vais intercepter le signal d'arrêt du programme. Alors comment je fais ça? Je fais ça en déclarant déjà, pareil, une référence partagée qui est en fait un booléen, c'est vraiment juste un booléen techniquement. Et ensuite, en fait, ce truc-là, donc ce booléen, il va être vérifié tout au long du programme, hein, avec cette boucle-là. Et si par malheur, enfin pas par malheur, mais par hasard, le booléen soit en mode false, par exemple, là je le mets false juste là, je fais un petit r.store false, et r c'est bien parce que r c'est quoi? R c'est ça, c'est juste un clone de running. Et évidemment, vu que je fais un clone d'une référence partagée, si je modifie R, je modifie aussi running. Donc si je modifie R, je modifie aussi running et que je mets le booléen à false, alors là, la fonction running.load ordering, en fait techniquement c'est juste ça peut être modifié. Alors c'est pas exactement ça, mais est-ce que le booléen est égal à 1, tu vois? Est-ce que ça c'est égal à 1? Donc ça peut être un truc comme ça. Et si je mets à false, bah évidemment c'est plus égal à 1, enfin c'est plus true. Donc c'est plus true, bah on va du coup arrêter d'exécuter tout le programme. Voilà, c'est vraiment basiquement ça que vous devez vous dire en tête lorsque vous écrivez ce genre de programme. Donc CTRL-C, ça, voilà, ça va être exécuté en background, et en background ça va être juste une tâche qui va permettre d'intercepter là, vous voyez, est-ce que j'ai reçu le signal d'arrêt du programme? Si oui, bah, je vais du coup exécuter la fonction endingfunc, qui est juste là, hein, qui va permettre de prendre, pareil, la référence partagée du H7 des cookies de session, qui va permettre voilà, de l'alloquer en termes de mutex, donc la personne pourra la modifier. Et puis après, je fais quoi? Bah, je vais juste ouvrir la database session txt, et puis voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais juste convertir en hexadécimal tous les buffers de 32 octets, et les mettre dans le fichier session.txt, enfin database session.txt, tout simplement. Voilà à quoi ça correspond. Par exemple, on a ça. Voilà. Donc pour l'instant, j'en ai que 3, mais ça peut être évidemment bien plus grand. Évidemment, c'est 64 caractères en termes de longueur. Donc voilà. Ok. Tac, 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 tac.
qu'est-ce que je voulais parler aussi? Évidemment, il y a d'autres trucs qui sont aussi intéressants à faire. C'est que stream listener, voilà. Donc là, je vais accepter la connexion TCP/IP et dès que j'accepte la connexion TCP, en fait, hein, évidemment, donc du client, je vais exécuter tout ça, là, tout ça. Mais évidemment, alors ça prend très rapidement à être exécuté, hein, c'est juste une déclaration de variable. Et ça, pareil, évidemment, je ne vais pas exécuter handle request, je vais exécuter le fait d'envoyer le job au worker. Et ça c'est juste très rapide, hein. Après, le job, il va s'exécuter en arrière-plan. Comme ça, je pourrais tout simplement recevoir une autre connexion TCP/IP. Parce qu'en fait, à chaque fois que je change de page, même si je suis le même client avec la même adresse IP, etc., lorsque je vais changer de page, je vais en fait reset ma connexion TCP/IP. Là, vous voyez que mon curse stream, juste là, quand je fais en fait un curse stream drop, là je vais accepter en fait la connexion TCP/IP. Mais à la fin de l'itération de la boucle, en fait, curse stream n'est plus curse stream, il n'existe plus. Là, je donne naissance à curse stream, et à la fin de l'itération, curse stream n'existe plus. Si curse stream n'existe plus, c'est-à-dire que la connexion TCP n'existe plus, et je la redéclare dans l'itération suivante lorsqu'un client me demande, tout simplement. Même ça peut être le même client, hein, du coup, hein, qui va changer de page, par exemple. Donc, ok, ça se passe comme ça. Tac, tac, tac. Donc là, pareil, hein, voilà, dev random, ça je pourrais modifier ça parce que je fais que de la lecture dessus et pas de l'écriture aussi. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir. Bon, alors après, c'est aussi des choses qui sont plutôt vraiment formalisées pour ce que je suis en train de faire. Donc, en gros, le SaaS. Hein. Si ce qui va être intéressant, c'est aussi peut-être Verify Tokens. Donc, plutôt ILCR Tokens, juste là, voilà. Alors ça va être une fonction qui va permettre de vérifier le montant, par exemple, d'une personne, en tant que token d'utilisation, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est juste ça, tu vois. Tu vas mettre une constante, donc techniquement, je sais qu'en fait que chaque ligne de la base de données est égale à 63 caractères. Hein. Et vu que tous les caractères, je sais qu'ils sont ASCII, donc un caractère est égal à un octet, vu qu'ils sont tous encodés en ASCII. Ok, super. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment, comment dire, je connais, parce que là j'ai filtré juste avant, là j'ai fait un petit... attendez, est-ce que j'ai fait une petite boucle? Non, c'est pas avant, ok. C'est juste que... ok, donc c'est juste là, tac, 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 line data use size. Ok. Ok, donc ce truc-là que je vais passer dans la fonction, ça va être en fait l'index, c'est la ligne à modifier de la base de données. Et vu que je connais la ligne à modifier de la base de données, que je connais tous les octets par ligne, techniquement je peux faire juste un truc du type index, voilà, que je déclare juste là, voilà, qui est égal à la première valeur du tuple de line data. Et donc c'est ça fois line len. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le curseur, parce que quand vous modifiez un fichier, en fait vous avez une sorte de curseur virtuel que vous pouvez déplacer avec la fonction. Donc là vous déclarez le fichier, hein, qui est sous protection d'une mutex. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un petit file.seek et après un petit seek from, et là start, donc là où vous allez mettre le curseur, et là vous mettez la valeur que vous voulez. Alors normalement c'est une valeur qui doit bien correspondre au, qui doit bien être dans le fichier, évidemment. Et donc là techniquement c'est offset, et offset c'est quoi? C'est évidemment l'index fois toutes les lignes que j'ai sautées. Donc ça va nous donner en fait l'octet à partir duquel je vais commencer à modifier le fichier. Voilà, on convertit juste en entier non signé de 64 bits, ok. Et ensuite je vais pouvoir écrire un truc. Alors par contre, si j'écris un truc qui est inférieur, alors bon, c'est pas vraiment, si tu écris moins, c'est pas très très grave techniquement, parce que évidemment si tu as ça par exemple comme donnée et que tu veux écrire un petit peu moins, là tu veux écrire juste deux trucs, tu changes en deux par exemple, bon évidemment ça va rester intact et tu auras que modifier ça, bon ok. Par contre, c'est vrai que si tu écris plus en fait et que ça c'était un caractère par exemple du type breakline et que tu modifies plus, peut-être que là du coup tu vas changer ça en deux, tu vois, ça tu vas changer ça en deux, pareil pour ça, tu vois. Et du coup ce qui va être pas terrible, c'est que en fait si tu fais ça, dans les autres parties du code où tu vas lire, en fait, tu vas pas write, mais tu vas lire ta base de données, souvent je crois que tu vas être basé sur du coup les break lines. Hein.
quand tu fais un buff reader, donc, comme ça, qui sont juste là, par exemple. Donc là où est-ce qu'on est, je sais même pas où on est, alors attendez, hop là. Donc tu vois, là on est dans Add User, tu vois, par exemple. Et là, on est sur le fait de lire la mutex. Et sur le fait de lire la mutex ligne par ligne, je me base en fait sur un buff reader qui va donner une ligne lorsque un breakline est rencontré. Et évidemment, si tu as écrit plus que la ligne, en fait, tu vas réécrire la breakline. Et du coup, tu vas, comment dire, tu vas merger, tu vas fusionner deux lignes, ce qui n'est pas vraiment terrible. Donc il faut au moins que tu écrives soit, soit du coup l'entièreté de la ligne, en fait, donc l'entièreté des caractères, soit moins, si tu peux te le permettre d'écrire moins. Mais jamais plus, parce que sinon tu vas fusionner des lignes. Enfin, à moins que tu veuilles fusionner des lignes. Enfin bref, ok. C'est un petit peu près ce que je voulais dire là, tout simplement. Paf, paf, paf. INCR tokens, bon après ça c'est vraiment de la logique intra qui n'est pas forcément, enfin intra logiciel qui n'est pas vraiment très utile je pense à aborder. De toute façon vous pourrez voir par vous-même, alors quoique si un truc qui est pas mal c'est la méthode startWith qui est pareil utilisée avec les buffers ou des vecteurs je crois ou même des strings, hein, parce qu'un string c'est une sorte de vecteur hein, techniquement. Donc comment ça marche? Si vous avez A par exemple qui est égal à un truc du style AB et vous avez B qui est du style ABC, bon bah voilà, si vous faites un petit est-ce que il commence starts with B, alors techniquement B c'est supérieur à A, d'ailleurs je n'ai jamais fait le truc, mais par contre on sait que si B, ça c'est true, hein, ça c'est égal à true évidemment, ça c'est égal à true, on est d'accord. Parce qu'au début, en fait, ça va prendre le maximum de A qui est à l'index 0,1, à l'index 1, et c'est à chaque fois égal. Par contre, pour le contraire, donc si tu prends ABC et si tu prends AB et tu vois ça correspond à, ça commence bien par ABC, je crois que ça va retourner une erreur parce qu'ils sont pas, parce que en fait, tout simplement, bah, ABC est plus grand que A. Bref, j'ai jamais testé, mais ça me paraît pas déconnant que ça fasse ça. Alors, bon bref, c'est tac tac tac, cookie line, si, il y a un truc qui est pas mal, bah, le hashet j'en ai parlé, hein, c'est comment on va utiliser un hashet, c'est vous mettez le hashet, donc en l'occurrence c'est all sessions, donc là qui aura été tout simplement déloqué, enfin loqué par la mutex, excusez-moi, donc du coup que tu peux aborder directement. Ah oui aussi, le log d'une mutex, comment ça se passe? C'est vrai qu'on va pas, comment dire, faire un truc du style genre lock et après un unlock, c'est genre un truc où t'entoures, tu vois, où t'entoures toutes les ressources que tu protèges. Il n'y a pas vraiment ça. Il n'y a pas vraiment ça en vrai, c'est possible hein, de le faire, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas déclarer ta ressource qui va être associée à la protection de la mutex, et donc là, all sessions par exemple, est associé au fait de prendre la valeur de session token, de session tokens, oh putain, j'arrive pas à parler, de session tokens mutex, et de la prendre en même temps de la protéger par une mutex. Et en fait, lorsque all sessions n'existe plus, donc en fait, lorsque comment dire, on passe en dehors du scope de vie de all sessions, en fait, la mutex est littéralement et automatiquement déloquée. Ok, elle est déloquée. Donc techniquement, si j'aurais fait ça, par exemple, ok, un truc comme ça, vu que j'ai artificiellement mis un scope à let all sessions, et ben en fait, là on vient de la créer, et juste après on vient de la tuer, la mutex, enfin de la déloquer plutôt, la mutex. Donc ok, c'est comme ça que ça se passe. Tout simplement. Donc c'est avec des lifetime, des scopes qu'on permet de loquer ou de déloquer une mutex. Tac tac tac, et ensuite évidemment je peux me permettre de littéralement lire des fichiers même en même temps, parce que je vous ai dit sur Linux ou même BSD ou même Unix je crois en général, on a un file handler pour chaque processus qui sont en train de lire un fichier, donc c'est pas vraiment un problème de lire les fichiers en même temps, hein. Il n'y a pas besoin de mutex pour ça, parce qu'on va pas écrire dessus en même temps, on n'est pas susceptible d'écrire dessus, donc ça va quoi, il n'y a pas trop de problème. Tac tac tac, donc ouais, ce que j'ai fait comme architecture, c'est évidemment je parle de handle request dans main, hein. Parce qu'en fait handle request va se charger tout simplement du tri des connexions, tu vois, du tri des requêtes, excusez-moi. Donc j'ai plusieurs requêtes qui sont possibles, ok. Et si une des requêtes elle tombe, enfin j'ai plein de requêtes hein, qui sont possibles, mais j'ai pas mal j'ai juste certaines requêtes, donc j'en ai combien?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 14 requêtes qui vont donner lieu à quelque chose. Alors, c'est quelque chose, hein, évidemment, je vais les trier juste là. Donc, ce que je vais faire, je vais donner 2 valeurs. Okay, je vais déjà donner un identifiant à chaque requête et une autre valeur booléenne qui va dire que est-ce que la donnée que je vais envoyer, elle est du style une image ou est-ce que c'est pas une image, parce qu'en fait, dans les deux cas, ça va être un petit peu envoyé de manière différente. Dans le style où c'est pas une image, donc où c'est genre juste du texte, hein, donc évidemment, binary is binary, c'est false. Et comment on va faire? Donc évidemment là je vais faire un petit match de quelque chose, donc tu vois, si l'identifiant c'est égal à 0, alors on va exécuter ce bout de code, sinon on va exécuter un autre bout de code, etc. Donc là jusqu'à 11, ouais je crois, non jusqu'à 10, ok, et sinon ce truc là, donc si ça match aucun des ID, donc en gros si c'est égal à -1, tu vois, alors du coup je vais en renvoyer un 404 unfound. Ok, super. Maintenant, donc évidemment, comment ça se passe? Donc là, j'ai du contenu qui a été, donc là j'ai content en fait qui a été mis avant en fonction du code qui a été exécuté, quoi. Et je vais juste techniquement prendre le stream, hein, le stream qui a été passé à la fonction juste là. Alors on va faire un cœur stream, donc c'est la fameuse connexion TCP qui a été comment on dit, établie avec le client tout simplement. Et donc juste là, tac tac. Donc c'est stream, hein, qui est juste là, donc stream, voilà. Donc comment ça se passe? C'est assez simple, c'est vraiment même très straightforward, comme on dit, c'est juste un petit point write, et après vous mettez des bytes, en fait des octets. Donc si c'est une chaîne de caractères, vous pouvez très facilement la convertir avec un as byte, et après pareil, ça renvoie un result, donc vous faites un petit point unwrap à chaque fois. Et après un petit flush. Donc en fait, ça va tout simplement permettre de s'assurer que la réponse a été envoyée. Voilà, avec le flush. Par contre, lorsqu'on a du binaire, en fait, vous allez au tout début envoyer une petite requête avec tout ce qui se passe. Enfin, avec tout ce qui, ça ne veut rien dire ce que je dis. C'est en fait une header, donc vous n'allez pas oublier de mettre la longueur du contenu. Là, que ce soit avec du texte, hein, enfin que ce soit avec tout simplement ouais, des images ou du texte, hein, dans tous les cas c'est quelque chose enfin c'est des octets que vous allez envoyer, donc vous mettez vraiment tout simplement la valeur du body que contient le body en fait en termes de longueur. Ça va être utile pour le navigateur pour permettre de créer un buffer qui est adapté à la longueur du body. Et puis pareil, hein, alors ce que vous allez faire, c'est que comme tout à l'heure, vous allez envoyer la réponse, enfin vous allez envoyer la réponse du serveur, ok? Et juste après, vous allez en fait envoyer le body, parce que là, si on regarde bien, on n'a pas vraiment de body. Hein, ouais, on s'arrête là. Tu vois, là c'est le header, donc ok, là c'est encore le header, c'est encore le header, là c'est encore le header, et juste après, donc lorsque vous voyez le pattern RN, en fait ça annonce le début du body. Et sauf que là, après le RN, j'ai rien. Donc en fait, vous allez juste envoyer une requête HTTP avec un body qui est égal à nul, juste avec la valeur du body qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé mais qui va arriver. Et c'est juste là. Donc vous faites deux réponses. Une première réponse qui va annoncer la longueur et une deuxième réponse qui va être la donnée actuelle que vous allez envoyer. Et après pareil, un petit flush pour s'assurer de l'envoi des données. Ok, donc c'est aussi simple que ça, quoi. Pareil, hein, c'est juste des fichiers, tac tac tac. Qu'est-ce que je peux dire, hein, file read to end. Ouais, pareil, donc vous ouvrez un fichier et pour lire de la donnée du fichier, il faut que vous mettez un petit buffer. Donc là, vous mettez par exemple une référence mutable du buffer, donc en l'occurrence c'est binary content. Hein, qui est juste là, binary content il est défini juste là, alors c'est pas un buffer, c'est un vecteur, enfin bref, ok. Donc soit un vecteur, soit un string, enfin, en tout cas un conteneur de données, quoi, hein, soit un string avec ou un buffer ou un array comme ça, quoi. Et je crois que ça accepte quand même pas mal de types de données, le read accepte pas mal de types de données. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais un petit peu partager. Du coup, qu'est-ce que ça permet de faire? Alors, pas mal de choses, hein, alors, des choses assez basiques. Donc là, je suis sur un petit cargo run. Ah non, oui, j'ai pas parlé des cookies aussi, c'est assez intéressant. Peut-être les 7 cookies.
Ok, donc là, ce cookie, c'est juste vraiment dans la logique de la chose. Par exemple, la 6, ça correspond à quoi? Donc la 6, ça correspond là à ça, donc expected created account. Donc quand vous créez un compte, en fait, il y a une requête qui va être automatiquement envoyée, created account. Donc techniquement, si je vais dans les templates et que je vais dans create account, voilà, là dans le formulaire, en fait, j'ai une action qui va dans created account. Et après, je mets un type d'encodage spécifique du formulaire, tout simplement. Et vu qu'on a requêté created account avec normalement dans la requête HTTP, on a dans le body tout simplement les formulaires. Donc en fait, techniquement, qu'est-ce que tu auras, on va le faire justement, je pense qu'on va le faire directement d'ailleurs. Alors, je vais faire un petit cargo run, hop là, et je vais créer un compte, ok, je vais créer un compte, John Doe 67, mettez un mot de passe sympathique, tac, donc des caractères spéciaux, tout ça, l'adresse email, ok, donc là j'ai créé un compte, ok, je suis connecté, et hop là, vous avez vu un petit peu la requête HTTP qui a été envoyée, juste là, tu vois là on a le created account qui est juste là, et en fait dans le body, donc le body où est-ce qu'il va commencer. Là, on a les cookies, donc ça, c'est encore le header. Donc là, c'est les cookies qui ont été mis de avant, où j'avais créé un autre compte, enfin de mon compte précédent, mais du coup, qui ne vont pas être utilisés juste là. Et ça va... tac. Voilà, juste là, ok. Alors, bon, là, attendez, je vais... Parce que ça c'est un print qui n'a rien à voir. Ça, c'est, je print un truc qui n'a rien à voir après. Mais ça, c'est vraiment le header. Le header, il est juste... Enfin, pas le header du tout, le body de la requête est juste là. C'est exactement ça. Et donc là, vous voyez que le body de la requête, elle contient évidemment la clé, en fait. Donc il y a 3 clés, il y a username, password et email. Et on a la valeur, en fait, qui est associée à chaque clé. Bon, par contre, vous voyez quand même que la valeur, en fait, il y a des trucs spéciaux. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, les caractères spéciaux, comme je sais pas moi, les points d'exclamation, les points, tout ça, en fait, ils sont remplacés par une sorte d'encodage de type comme ça, quoi. Donc c'est un signe pourcentage, et après vous mettez une valeur XX ou un X, ça appartient en fait aux valeurs hexadécimales. Donc ça appartient soit de 0 jusqu'à F. Donc c'est du style X, 0 jusqu'à F, et après vous avez encore un truc du style 0 jusqu'à F. Donc comment est-ce que vous allez convertir ça en valeur plutôt, en valeur que nous on comprend. Alors je crois que j'ai fait une fonction qui s'appelle... alors attendez. Où est-ce que j'ai mis je sais, ouais, qu'il y a un plus 2 qui est là. Alors attendez, où est-ce que j'ai foutu toX, non, toX c'est pas ça, mais je sais que c'est à côté de la fonction toX qui est juste là. Voilà, c'est ok, c'est URL décode. Alors URL décode, comment elle fonctionne? C'est assez simple, même s'il faut quand même connaître vraiment la syntaxe de Rust pour faire un truc qui tient la route. En fait, on va prendre un string, okay, enfin une référence au string. Ensuite, on va dire que ce string-là, il va nous itérer des caractères. Donc en fait, on va pouvoir itérer sur string, et chaque itération va nous renvoyer des caractères. Donc donc c'est pour ça qu'on fait le point chars.pickable. Comme ça, à chaque fois que je vais faire un petit chars.next, en fait, ça va me renvoyer le prochain caractère de input. Et en fait, si j'ai en fait quelque chose de type pourcentage, après je vais prendre directement les 2 prochains caractères, s'ils sont, si je peux les prendre quoi, techniquement. Tu vois, donc c'est pour ça qu'après je fais un petit sum quelque chose. Et en fait, si c'est si c'est la somme h1, somme h2 de x1 et x2 donnent quelque chose, je vais voir en fait avec la fonction tout simplement from strradix. Je vais voir si c'est des valeurs hexadécimales, tu vois, tout simplement. Donc en fait, je vais convertir les deux, okay, enfin je vais concaténer les deux du coup, et ensuite, cette fonction-là, elle permet vraiment de voir si l'association de 2 caractères forme quelque chose, une sorte d'encodage hexadécimal. Et si ça forme quelque chose en encodage hexadécimal, écoutez, je peux prendre cet encodage et je peux la convertir en caractère. Et du coup, c'est cool. Et si ça forme pas quelque chose, je passe à... Je sais que du coup que c'est juste un pourcentage normal. Tu vois, si j'ai un truc du style par exemple pourcentage P, ça c'est juste un pourcentage.
ça va pas du tout annoncer, même si j'ai un truc du style P1, je sais que ça va juste être un pourcentage et que ça va pas annoncer un encodage bizarre HTML. Donc je peux pas le convertir, donc les deux valeurs après ne sont pas des choses que je vais pouvoir convertir en caractère spécial, tu vois. C'est pas des valeurs hexadécimales. Donc ouais. Puis voilà, hein, tout simplement. Et puis après c'est fini. Je veux dire, si comment dire, si c'est bon, oui, ok. Si c'est un plus, bon bah c'est un espace. Ça c'est aussi dans encodage HTML, c'est aussi ça. Bon bah sinon tout le reste, hein, c'est pas des caractères spéciaux. Du coup, je peux juste les envoyer dans mon output, enfin les append, les concaténer dans mon output, tout simplement. Et ensuite, pareil, voilà, si par exemple j'ai un truc, genre c'est la fin de mon string et que j'ai un truc comme ça, et que j'ai ça, bon bah là, x2 là, juste là, et ben il va donner rien. Donc s'il donne rien, tu vois, si sum h2 c'est pas quelque chose, bon bah si c'est pas quelque chose, déjà on l'aura juste là, donc on va zapper ce code là, et on va zapper tout ce code là, et donc on va juste en fait mettre h1 à output. Tout simplement. Et c'est pour ça, voilà, d'ailleurs, que là, on a mis continue. Parce que si on a mis la valeur encodée par 6 à 6, vraiment, on a un truc du style, par exemple, genre 0A, par exemple. Donc ça va bien correspondre à une valeur de caractère. Donc du coup, ce que je veux faire, c'est ne pas exécuter le code qui va venir après. Donc je vais avoir le mot spécial continue qui va me permettre de skipper tout ce code-là, en fait, hein, tout le code qui est juste là, je vais pouvoir le skipper et aller à l'itération prochaine, donc avoir le caractère suivant. Ok. Tac, et comme là je parle de conversion aussi, pareil, ce qui est pas mal, c'est les conversions d'octets en valeur hexadécimale. Je vous ai dit que tout à l'heure un octet est égal à 2 valeurs en hexadécimale, ouais. Bon, en fait, là vous prenez, donc, un octet, hein, donc imagine un truc comme ça, tac tac. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc imagine un truc comme ça. Donc là, vous allez prendre les 4 bits les plus grands, donc ceux-là, 1, 2, 3, 4, hein, voilà, ok. Ces bits-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait tout simplement les convertir en taille. Hein. Donc ça correspond pas. Attendez, hop là. Donc là, en gros, c'est quoi? C'est 0, 0, 1, 1, 0. Donc ça doit correspondre à 5, peut-être, un truc comme ça. Ouais, peut-être 5. Donc, ouais, un truc comme ça. Et 5, ça correspond à quoi, du coup? En fonction là, de ça correspond à 4, hein, techniquement. Donc on sait que ça va être encodé du type 4 après quelque chose dont on ne sait pas. Et en fait, ça, on va prendre du coup tout ce qui reste. Hein. Donc là, il va rester quoi? Il va rester ça. Il va rester 0, 1, 1, 0. Et je vais faire un et en fait, un et sur 1, 1, 1, 1. Parce qu'en fait, non, c'est pas ça. Je vais faire un et sur 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. C'est parce qu'en fait, ça, 0x0f est égal à ça. C'est égal à ça. Ok? Donc si je fais ça et que je fais un et avec ça, je vais correspondre, ça va être égal à 0, 1, 0. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça va me permettre en fait d'extraire, si tu veux, attendez, je me suis foiré sur la démonstration là, c'est n'importe quoi. Non, attends, je prends byte, non, ok, c'est autre chose, attendez. Tac, Firefox. Parce que techniquement, non, je crois plutôt que c'est le contraire. C'est techniquement que 0f est égal à 1, 1, 1, 1, et que j'ai un truc du style 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, enfin 1, 1, 0, je suis fatigué. Donc du coup, ça va m'extraire tout simplement les 4 bits les moins importants. Donc ceux-là. Alors attendez, valeur de 0x0f. Binaire. Oh putain. Est-ce que c'est un octet? Est-ce que c'est pas un octet? Allez, je vois. Non, 0, x, 0.
F. Putain, mais en base 10, c'est 15 et 15. Non, pas Go, conversion entier, binaire. N'importe quoi. Décimale 15. Voilà, bon, bah, c'est bon, ok. C'est bien égal à 1, 1, 1, 1. Et vu que c'est égal à 1, 1, 1, c'est bien ce que je voulais dire tout à l'heure. On va extraire les 4 bits les moins importants du truc. Hein. Donc, comme ça. Et puis, on va pareil, du coup, vu qu'on est sur 4, donc 2 puissance 4, ça fait combien ça fait 16 normalement. Ouais, ça fait bien 16. Et ça tombe bien parce que 16, c'est le nombre d'éléments qui composent tout simplement les valeurs hexadécimales. Voilà, donc c'est pas mal. Enfin, c'est exactement pourquoi ça a été créé, les valeurs hexadécimales, quoi. En gros, ils se sont dit, bah tiens, j'ai un truc, j'ai un octet, donc 2 puissance 8, donc 256 moins 1, donc 255 états possibles. Mais j'ai envie vraiment de le convertir dans un format plus petit, où chaque symbole représenterait quelque chose que je peux afficher. Du coup, je suis obligé de prendre la racine carrée de 256, donc ça fait 16. Donc du coup, je vais définir 16 symboles possibles. Et comme ça, du coup, tu auras 16 x 16 possibilités, et 16 x 16, ça donne bien 256, hein, techniquement. Donc c'est pour ça qu'un symbole, un octet, peut correspondre, est encodable sur deux valeurs hexadécimales. Parce que du coup, voilà, c'est sur des plus petits trucs, hein, il n'y a que 16 possibilités, mais par contre, vu qu'il y en a deux, il y en a deux à la suite, hein, du coup, ça fait 16 x 16, donc 256. Et donc, par contre, ils sont représentables, parce que c'est ASCII, c'est ASCII. Donc, vu que c'est ASCII, c'est pas mal. Donc, voilà, tac, tac, tac. Je crois que j'ai fait la majorité de l'overview, hein, de la vue d'ensemble du truc. Hein. Après, c'est vraiment de l'implémentation pure, des trucs qui sont pas le plus intéressant possible. Paf, paf, paf. Voilà. Donc, moi, j'ai genre un seul truc à régler, c'est bien urandom, qui est juste là. Voilà. J'aurais pas besoin de faire une mutex dessus, puis voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura un petit peu donné une vue d'ensemble assez compréhensible de comment faire un serveur HTTP en Rust, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez.